Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous rencontrons l'homme de télévision, de cinéma, mais surtout de théâtre, le Wendat Charles Bender. Acteur, metteur en scène, traducteur littéraire et co-directeur artistique de la troupe Menwentagwan, Charles Bender porte sur toutes les tribunes la parole des auteurs et autrices autochtones. Depuis 25 ans, notre invité est également reconnu comme maître de cérémonie pour les powwows. Catherine Égaud a rencontré Charles Bender à Maliotenam dans le cadre de la Journée de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre 2025. Charles Bender, bonjour. Kwekwe, bonjour. Kwekwe. Vous êtes connu du grand public, peut-être avant tout comme comédien? Ben oui, j'imagine. Connu du grand public, bon, je sais pas. Si, vous avez fait de la télé, du cinéma, du théâtre. Oui, il y a une époque où j'ai fait beaucoup de publicité, puis c'est encore de ça dont les gens me parlent généralement. C'est la quantité de produits que je leur ai vendus. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, j'ai toujours été plus impliqué en théâtre. Donc, forcément, quand on a des gens qui viennent moins souvent dans nos salles, parce qu'en théâtre, t'atteins un public de peut-être 100, 200, peut-être 300 personnes par soir, alors qu'à la télévision, si t'es dans une pub, ben, il y a au-dessus de 2,5 millions de personnes qui t'ont vu. Donc, forcément, c'est surtout ça que les gens qui vont pas au théâtre reconnaissaient quand ils me voyaient. Puis évidemment, il y a quelques rôles à la télévision ici et là. Vous avez étudié à l'Université Concordia, donc en anglais, alors que votre langue maternelle est le français? Oui, c'est une question de stratégie. Déjà que je parlais en français, que j'avais déjà commencé à faire du théâtre en français quand j'étais au cégep, au collège de Lévis. Quand je suis rentré à l'université, je voulais avoir une meilleure maîtrise de l'anglais et puis, je voulais voir de quoi avait l'air le marché du théâtre, du jeu en anglais. On s'entend que quand j'étais jeune, il y avait déjà des idées de grandeur dans la carrière, puis pouvoir travailler sur les projets américains qui venaient au Québec. Mais je voulais aussi avoir la capacité de travailler dans ces deux langues-là, d'être capable de pouvoir m'exprimer dans ces deux langues-là. Vous êtes très actif en théâtre autochtone, on va en reparler. Est-ce que, quand vous avez choisi la carrière de comédien, c'était pour diffuser la culture autochtone, les textes autochtones, ou c'était pas encore vraiment une orientation à l'époque? Pas du tout. Quand je suis rentré en théâtre, en fait, pour faire une histoire, je vais faire une histoire longue. Tiens, on aime ça, les longues anecdotes. Ouais. Ce qui m'a fait entrer en théâtre, première des choses, c'est au secondaire, j'étais pas quelqu'un qui se mettait de l'avant, j'étais pas quelqu'un qui était très grégaire, j'étais quelqu'un qui était discret. Et en secondaire 5, il fallait choisir un cours d'art. Et puis moi, je faisais déjà énormément de dessins. J'étais quelqu'un qui a toujours adoré le dessin, qui a toujours adoré la peinture puis la photo. Et puis là, j'avais l'occasion d'aller en théâtre. Quand on a commencé les cours, j'ai dit à mon enseignant à l'époque, j'ai dit, moi, j'ai pas nécessairement envie de faire de la scène, je suis quelqu'un de trop discret. Donc, si tu peux me donner des tâches plus de production, m'occuper des éclairages, m'occuper du son, m'occuper de quoi que ce soit d'autre, je serais très preneur. Puis il a dit, OK, j'entends ce que tu me dis, donc on va trouver une manière. Quand on a fait le spectacle, si je me souviens bien, c'était La visite de la vieille dame, dans laquelle il y a énormément de personnages. Il m'a dit, Charles, j'ai pas le choix, comme tu es dans le cours de théâtre, il faut que tu joues au moins un personnage. Donc, je vais te donner le personnage du chef de train. C'est un personnage, il y a 3 répliques, puis après ça, c'est fini. J'ai dit, OK, je vais faire le chef de train. Et puis là, on commence les répétitions, je fais le chef de train, je trouve un accent, je trouve un costume, je trouve une attitude, puis je prends énormément de plaisir à le faire. Éventuellement, il m'a dit, Charles, écoute, il y a un autre personnage que je pensais peut-être couper, mais il est difficile à couper, pourrais-tu faire ce personnage-là aussi? J'ai pris un deuxième personnage. J'ai fini par faire 8 personnages dans cette pièce-là. 8 personnages différents. J'ai pris la piqûre complètement. Je pense que j'étais sur scène plus que n'importe quelle autre personne dans le groupe, mais j'étais tout le temps dans des personnages différents. J'ai eu un fun incroyable. Donc, quand je suis arrivé au cégep, une des activités que j'ai prises, qui était une activité parascolaire, j'ai dit, je veux faire partie de la troupe de théâtre. Et j'ai fait 3 spectacles quand j'étais au cégep là-bas. Quand j'ai fait le dernier spectacle, c'était Bonjour le bonjour de Michel Tremblay. Et je jouais le personnage d'Armand, qui est le père dans cette pièce-là. Et c'est un homme qui est un peu bourru. C'est un homme qui est presque sourd. C'est un homme qui est très cultivé, qui écoute l'opéra. C'est quelqu'un aussi qui aurait aimé beaucoup voyager, qui est très érudit. Il a lu beaucoup de livres. Et je me suis inspiré de mon grand-père pour faire ce personnage-là, pour faire le personnage d'Armand.
mon grand-père m'a habité tout au long des répétitions. Mon grand-père était très malade à ce moment-là. Il est mort pendant les répétitions. Donc, j'ai vécu un deuil. Bon, je me suis ennuyé de mon grand-père. Mon grand-père était un monument pour moi. Je le voyais comme quelqu'un de plus grand que nature. Quand j'étais tout petit, je l'admirais, mon grand-père. Mon grand-père autochtone, mon grand-père Wendat. Et puis, quand on a commencé à jouer la pièce, il y avait toujours des parents, des adultes qui venaient me voir après la pièce, qui disaient « Ah, mon Dieu, tu m'as fait penser à mon père. » Puis ils me racontaient des choses hyper intimes sur leur relation avec leur père. Puis moi, jeune garçon de 19 ans, j'étais comme, mon Dieu, je sais pas comment saisir ces choses-là. Ma mère était venue me voir en pleurs après la représentation, puis elle avait dit, tu m'as tellement fait penser à papa, puis elle pleurait, elle disait, excuse-moi, tu dois être gêné, je pleure devant tes amis, puis j'étais comme, mais non, maman, tout va bien, puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et la dernière représentation qu'on a faite de ce spectacle-là, je me souviens, c'était Alain Jean qui était notre metteur en scène pour ce spectacle-là, qui était l'enseignant, qui s'occupait de cette activité théâtre-là, qui vient me voir à la fin de la dernière représentation. C'était ma dernière fois où je jouais au théâtre au Collège de Lévis. Il est venu me voir, puis il me dit « Charles, ça va-tu? » J'avais les larmes aux yeux, j'étais ému parce que c'était mon dernier spectacle avec le Collège de Lévis. Puis ce que je voulais lui dire, c'est « Ah, je vais m'ennuyer de vous autres, j'ai vraiment eu du plaisir à jouer, à faire du théâtre avec toi. » J'ai dit « Mon grand-père est mort. » Et c'est à ce moment-là que mon deuil a vraiment commencé. Mon grand-père était vraiment mort là, au moment où j'ai cessé de le jouer comme personnage. Et ça a fait comme, OK, j'ai d'une manière gardé mon grand-père en vie tout ce temps-là. J'ai appelé la voix de mon grand-père à travers moi pendant tout le temps où j'ai fait ce personnage-là. Et puis c'est un peu ça qui a fait, je vais essayer le théâtre. Il y a quelque chose à découvrir de plus derrière ça. J'ai fait mes études à Concordia, j'ai fait interprétation au théâtre. Bon, on a fait tout un paquet de spectacles. C'est pendant que j'étais à l'université que j'ai fait un travail d'été, un emploi étudiant au ministère des Affaires indiennes à Ottawa, qui m'a emmené à voyager dans au moins 2 ou 3 communautés par province au Canada pour couvrir des camps de sciences qui étaient financés par les Affaires indiennes à l'époque. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il y a comme eu un rappel tout d'un coup de « mais je suis autochtone ». C'est à ça que c'est à ces choses-là dont j'ai pas accès à la maison, que moi, j'ai jamais fouillé de ma propre identité. Donc, il y a eu une espèce d'éveil à ce moment-là, quand j'étais à l'université. Je me suis rendu compte de tout ce qui existait derrière ça. Quand je suis sorti de l'université, je suis tout de suite allé voir Ondinoc. Je suis allé voir Yves Sioui-Durand à Ondinoc. J'ai dit « je veux faire du théâtre ». Puis, éventuellement, on a travaillé ensemble sur Moukam les Amérindiens. Et c'est là que j'ai mis le pied dans le théâtre d'Ondinoc. Et c'est à travers le théâtre et à travers Ondinoc que j'ai fait une connexion à la culture autochtone qui était beaucoup plus complète, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, parce qu'à la fois, ça me reconnectait au théâtre, cette passion-là que j'avais découverte, et ça me reconnectait à quelque chose que je voulais découvrir et à laquelle je n'avais pas vraiment accès. C'est ça, parce que votre mère est Wendat, votre père est alloctone, donc votre mère a dû quitter la communauté à l'époque, en épousant votre père. Exactement. Donc, c'est comme ça que la loi sur les Indiens fonctionnait à l'époque. Mes parents se sont mariés en 72, 73, je ne me souviens plus très bien. Donc, à ce moment-là, ma mère a perdu son statut. Une fois qu'une femme autochtone se mariait avec un homme non autochtone, elle perdait son statut. Elle était affranchie. En 85, elle a récupéré son statut. Ceci dit, quand j'étais jeune, la communauté n'était pas fermée, là. À tous les week-ends, on allait chez mes grands-parents, on allait voir les oncles et tantes qu'on avait sur la communauté. Ma grand-mère et mon grand-père, qui étaient très pratiquants, nous emmenaient à la chapelle du village. Ma grand-mère, je me souviens, nous faisait embrasser une petite image de Kateri Tekakwitha quand on était malade pour demander la guérison. Donc, on passait quand même beaucoup de temps au village. En 85, la loi a changé. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés autochtones, ma sœur et moi. Vous avez pu récupérer le statut? On a récupéré le statut. On s'entend que pour un jeune garçon de 8 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Pour moi, ça voulait dire « Ah, je suis rendu comme grand-papa ». Mais au-delà de ça, la seule image qui me venait en tête, c'était « Est-ce que je suis plus comme la tête d'Indien qu'on voit dans les écrans ». C'est un classique. L'écran de calibrage qu'il y avait à Radio-Can à l'époque, la cible avec la tête d'Indien en haut. Donc, pour moi, c'était ou bien mon grand-père ou bien ça, les images qui me venaient en tête. Puis comme je mentionnais tantôt, comme quand on allait au village, on passait beaucoup de temps à la chapelle du village, ben c'est pas un endroit culturel traditionnel. Pour moi, il n'y avait pas de contact avec une tradition, il n'y avait pas de contact avec une culture typiquement autochtone.
Donc, il n'y avait pas de questionnement qui s'était fait autour de ça. Il a fallu que j'attende d'être rendu à l'université et que je fasse le voyage, l'espèce de long pèlerinage qui m'a emmené partout à travers le Canada pour faire une prise de conscience par rapport à cette identité-là. Et après ça, le voyage à travers Ondinoc, à travers les différents spectacles qu'on a fait avec Ondinoc, qui m'ont amené à réfléchir mon identité à l'intérieur du monde contemporain. Donc, il y a tout ce travail-là qui vient derrière. Donc, pour répondre à la question, parce que la question a été posée il y a longtemps, c'est que non, quand je suis rentré en théâtre, c'était pas pour faire du théâtre autochtone. Je ne me considérais pas encore profondément comme autochtone. C'était pas une réalité de mon identité encore. C'est après que c'est devenu une mission. C'est après que c'est devenu quelque chose qui m'apparaissait essentiel. Confluent reçoit Charles Bender. Après, il y a eu aussi la télé, le cinéma, mais toujours des thèmes un peu autochtones. Il y a eu par exemple Mohawk Girl, Siwibakon. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être confiné à ça, ou est-ce que c'est un choix que vous faites de diffuser les valeurs et les cultures et les textes autochtones? Quand je suis sorti de l'université, j'ai commencé à faire des auditions pour la télévision et le cinéma, il y avait deux choses qui jouaient contre moi. De un, j'étais un francophone qui essayait de jouer en anglais. Souvent, les auditions, c'est des auditions en anglais, donc ils se rendaient compte que j'avais quand même une trace d'accent quand je parlais anglais. Et la raison pour laquelle ils m'appelaient en audition et que je me faisais pas appeler en français, c'est parce que mon nom, c'est Bender. Donc, pour eux autres, c'est un nom anglophone. Donc, je me faisais presque pas appeler en français et je me faisais presque tout le temps appeler en anglais, alors que ma première langue, la langue que je parle depuis l'enfance, c'est le français. Donc ça a joué un peu contre moi. J'ai rencontré une agente qui m'a permis d'avancer très, très vite dans les auditions, mais malheureusement, j'ai fait beaucoup d'auditions de pub. Fait que j'ai fait beaucoup de pubs pendant longtemps. Et quand je me faisais appeler pour des auditions autochtones à l'époque, je me faisais jamais prendre, parce que la première chose qu'ils me disaient, c'est comme « mais t'as pas l'air autochtone ». Mais moi, j'arrivais de la salle d'audition de l'autre côté, puis ce qu'il y avait, c'était des hispanophones, c'était des asiatiques, puis j'étais comme « ouais, mais eux autres le sont pas, moi je le suis ». Donc, au début de ma carrière, je me voyais pas jouer des rôles autochtones parce que de toute façon, c'est jamais moi qu'on retenait. Fait que j'ai fait des rôles dans d'autres séries, j'ai fait des rôles dans la pub, j'ai fait des rôles au théâtre qui avaient absolument rien d'autochtone. C'est plus tard, quand j'ai commencé à travailler avec la PTN, qui, déjà en partant, savait très bien c'était quoi la réalité de la distribution autochtone, que j'ai commencé à avoir des rôles qui me rapprochaient un peu plus d'un casting autochtone. APTN étant la télévision autochtone, le réseau de télévision Aboriginal autochtone. People Television Network. Et puis là, tout d'un coup, il y a cette ouverture-là qui s'est faite. Bon, il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire qui ont mené à une ouverture côté distribution, côté autochtone. Mais je dirais qu'en ce moment, je ne cherche pas nécessairement les rôles autochtones. Ils viennent à moi. Ceci dit, même dans les projets autochtones, souvent, je me fais appeler à jouer le blanc. Comme par exemple, dans Pour toi, Flora, je joue un prêtre au blanc. J'ai fait plusieurs personnages dans différentes séries où est-ce que le fait que je sois autochtone n'a rien à voir avec ça. Bon, ça veut dire que j'ai un casting qui n'a pas l'air autochtone. Donc, je ne peux pas dire que je suis confiné à ce type de rôle-là. J'ai eu l'occasion de travailler sur Haute Turbulente. Je ne m'attendais pas à pouvoir travailler sur cette série-là, parce que je m'attendais à me faire dire la même chose, tu n'as pas l'air assez autochtone. Et pourtant, j'ai fini par jouer un rôle d'autochtone qui n'a pas l'air d'un autochtone, et j'ai fait, bon, enfin, tu sais, je peux être moi. Je peux vraiment venir me représenter moi. Ceci dit, en tant qu'autochtone, ou en tant qu'artiste, point. Je veux pas jouer un homme de 45-50 ans qui a un enfant qui passe blanc puis qui a les cheveux noirs. Je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, c'est me jouer moi. J'ai pas envie de me jouer moi. Moi, je suis en théâtre pour inventer des personnages, pour être dans la création, pour être dans la découverte. Je trouve ça bien le fun que je me fais proposer des choses qui sont en dehors de ce qui est mon contexte familier. Vous êtes aussi co-directeur artistique de Menwen Taquan, qui est une compagnie de théâtre, petite compagnie de théâtre, mais qui bouge beaucoup, hein? Oui. Menwen Taquan vient juste d'avoir 10 ans et je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on dure si longtemps que ça. Ça me surprend encore aujourd'hui qu'on a réussi à faire autant de productions et qu'on continue à en faire. On a du succès avec ce qu'on fait et les gens nous en demandent. Donc, on n'a pas le choix de continuer. On a parti des programmes de théâtre dans certaines écoles. On a parti beaucoup de programmes pour la relève. Mais on a fait beaucoup de tournées. C'est sûr qu'il y a les Maisons de la culture à Montréal, mais on a fait de la tournée pan-canadienne aussi. On a été souvent... Nos spectacles se sont déplacés au Manitoba, se sont déplacés en Saskatchewan, sont allés dans les provinces atlantiques. Donc, on était sur la route beaucoup. Puis évidemment, on a tourné beaucoup au Québec aussi. C'est très exigeant la tournée, surtout quand on est père d'une jeune famille.
sais, ma fille a 9 ans, la compagnie a 10 ans. Donc, on fait le calcul. Ça m'a emmené sur la route souvent alors que j'étais en train d'élever un enfant. Pour dire à quel point je ne m'attendais pas à ce que la compagnie puisse durer si longtemps et qu'on aille à investir autant de temps dedans. Mais c'est fou de voir à quel point la perspective a changé sur le théâtre autochtone. Je me souviens, quand on faisait les spectacles à Condinoc, quand j'étais plus jeune, ça arrivait encore tellement souvent qu'on recevait des gens du public qui venaient nous voir et qui disaient « Ah, mais c'est pas à ça du tout qu'on s'attendait. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de plumes, puis qu'il y ait plus de tambours. » Puis c'est comme moi, mais c'est pas ça qu'on fait. On fait du théâtre contemporain. Ça n'a rien à voir, là. On fait pas du folklorique. C'est pas ça notre source d'inspiration. On va vous parler d'enjeux autochtones, mais on va vous en parler d'une manière qui est efficace au théâtre. On fait pas un spectacle de plumes puis de tambours, là. Ça, on le vit plus, ça, avec Minnehmantagwan. On réussit à aller très, très loin dans notre proposition contemporaine du théâtre. On peut se permettre d'essayer plein de choses. Puis c'est ça qui est libérateur. Fait que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas envie de partir parce qu'on a l'occasion de proposer des choses audacieuses saison après saison et c'est extrêmement stimulant. Parmi vos nombreux métiers aussi, Charles Bender, vous faites de l'animation, d'émissions jeunesse, séries documentaires, vous avez une émission d'entrevue aussi. Est-ce que ça nourrit votre travail de fiction? Non, c'est deux choses très distinctes. Je dirais vraiment que c'est des cordes qui tirent une flèche complètement différente. Je suis tombé dans l'animation, je dirais peut-être un peu par hasard. Et ça a pris de plus en plus de place dans ma carrière. Évidemment, je me suis toujours concentré sur l'animation en milieu autochtone. Là, je parle d'animation qui n'est pas à la télévision, je parle d'animation pour des colloques, je parle d'animation pour des conférences, pour des assemblées générales, pour des choses comme ça. Ma job à moi, quand je suis animateur, c'est de ramasser l'attention et de la rediriger là où elle devrait être, vers la conférencière qui a besoin de parler, vers l'événement qui est en train de se produire, qui est intéressant. J'adore faire ça, je suis bon à pointer dans la bonne direction. Ce qui m'emmène aussi à animer à la télévision, comme par exemple Sans réserve. Sans réserve, j'adorais faire ça parce que justement, on recevait des gens que moi, je trouvais très inspirants. Et je pouvais dire, ben regardez à quel point le travail de cette personne-là est inspirant à cause de son contact avec les Autochtones ou parce que cette personne-là est autochtone et a fait des choses extraordinaires. Et ça, je dirais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai mentionné tantôt que j'étais quelqu'un qui était discret, que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas prendre beaucoup de place. Je prends de la place à travers des personnages ou quand je suis animateur, je suis quelqu'un qui va prendre juste assez de place pour pouvoir redistribuer l'attention au bon endroit, à l'endroit que je trouve être le plus important. Et j'aime vraiment ça, faire ça. Ça, je tire énormément de plaisir à faire ça. Ça correspond très, très bien au genre de personne que je suis. Est-ce que c'est le même rôle que vous faites quand vous êtes maître de cérémonie dans un powwow? Parce que ça, c'est un autre volet de votre activité professionnelle. Oui. J'ai commencé l'animation de powwow il y a 25 ans. C'est là que j'ai découvert qu'être animateur, c'est essayer de générer de l'enthousiasme et d'être contagieux. Puis le powwow, on s'entend que c'est devenu quelque chose d'essentiel pour moi aussi parce que c'était une autre manière pour moi de me connecter à ma culture. Au même principe que les gens qui commencent à danser les danses ou qui commencent à s'asseoir au tambour, ils vont mentionner le fait que c'est ça qui les a ramenés à leur culture, qui leur a donné un chemin pour exprimer leur culture, pour se sentir bien. Le powwow, ça a eu le même impact sur moi, même si moi, je ne suis pas passé par la danse ou je ne suis pas passé par le chant, le tambour. Je dis souvent que dans un powwow, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui chantent, et moi, je suis juste une grand gueule. Confluent reçoit Charles Bender. Mais il y a tout un protocole aussi dans le powwow. C'est pas seulement animer les foules pour que les gens soient contents, il y a des règles. En fait, quand on est animateur de powwow, il faut s'assurer d'abord et avant tout que les danseurs et les chanteurs savent exactement qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qu'on va faire en prochain. Mon premier rôle, c'est de transmettre l'information aux participants, s'assurer qu'ils savent toujours où est-ce qu'on est rendu. Il faut que je garde un œil sur la rotation des tambours, parce que souvent, il va y avoir plusieurs tambours, donc il faut que je m'assure que je sache à quel tambour on est rendu. Il faut que je sache dans quel ordre les danses vont rentrer dans l'arène de powwow. Et ensuite vient l'animation de foule, s'assurer que les gens comprennent que c'est leur responsabilité de participer aussi. Un powwow, c'est pas un spectacle de danse. Un powwow, c'est une cérémonie à laquelle tout le monde est convié. C'est une cérémonie qui est ouverte à tous. Mais pour participer à la cérémonie, il faut danser.
on prie en dansant, on participe en dansant, on honore les gens qu'on est venu visiter en dansant. Et eux autres nous honorent pour notre présence en dansant eux autres aussi. Donc, c'est important de constamment rappeler aux gens qu'un powwow, c'est un rassemblement. Et moi, je suis qu'une courroie de transmission pour s'assurer que les gens comprennent bien c'est quoi leur rôle et leur responsabilité là-dedans. Et dans quel ordre on va faire les choses. Il y a beaucoup de protocoles aussi dans un powwow, donc je m'assure que les protocoles soient suivis. Ceci dit, la personne qui est en charge des protocoles normalement dans un powwow, c'est le directeur d'arène. Et moi, je sers de porte-voix pour le directeur d'arène pour s'assurer que les choses se déroulent dans le bon ordre. Parce qu'il y a des moments, par exemple, où on ne peut pas prendre de photos, des moments où on ne peut pas danser dans l'arène, des moments où on est invité au contraire à le faire. Un powwow, c'est une vraie rencontre spirituelle. Oui, c'est une vraie rencontre spirituelle. Le powwow contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui vient d'ici, c'est quelque chose qui vient de l'Ouest. Il y a plusieurs éléments qui viennent dans le powwow contemporain. Bon, c'est inspiré par le Wild West Show, c'est inspiré aussi en partie par le Ghost Dance. Donc, il y a différents éléments qui se sont réunis pour créer le powwow contemporain. La racine du powwow contemporain, c'est les festins qui avaient lieu au cours de l'été, les powwows. Chaque nation invitait les autres nations autour, faisait un festin pour les inviter. Puis sa fonction, c'était de faire des cérémonies pour que l'année se passe bien, c'était de faire des mariages. Et la prière passait beaucoup par la danse et par le chant. C'est une fonction de base de la danse et du chant dans n'importe quelle nation autochtone. C'est une manière de prier, c'est une manière de reconnecter avec les ancêtres, avec l'invisible. Le powwow contemporain est différent en ce sens où est-ce que, bon, par exemple, le directeur d'arène, la manière d'entrer avec les drapeaux, beaucoup de ces éléments-là, certaines des danses, beaucoup de ces éléments-là viennent directement du Wild West Show de Buffalo Bill Cody. Et il y a un autre élément là-dedans qui est le Ghost Dance. Au moment où les Autochtones des États-Unis étaient mis en réserve, étaient déplacés de réserve en réserve, étaient déplacés d'État en État, il n'y avait plus de place où aller, puis à chaque fois, on les changeait d'endroit. Il y a un groupe qui s'était rassemblé, qui avait une prophétie qui disait que si vous dansez le Ghost Dance, vos habits vont vous immuniser contre les balles des Blancs. C'est un groupe qui se promenait de communauté en communauté, qui enseignait cette danse-là aux gens. C'était une danse qui se voulait pacifique, qui se voulait une danse qui allait amener la paix et la réconciliation. Et ce groupe-là, et beaucoup des gens qui les suivaient, quand on parle du massacre de Wounded Knee, c'est ce groupe-là qui a été massacré. Donc le powwow contemporain fait écho autant au Ghost Dance, de se déplacer en communauté pour partager des enseignements, qu'au Wild West Show de Buffalo Bill Cody, garder la culture en vie en se servant de la danse, même des danses qui ont été folklorisées, comme par exemple le Fancy Bustle que les hommes dansent. C'est une danse qui a été folklorisée pour pouvoir s'intégrer à l'intérieur du Wild West Show, parce que d'abord et avant tout, le Wild West Show, c'était un spectacle, ça se voulait un spectacle. Donc, les danses ont été transformées pour être plus spectaculaires. Le Wild West Show, c'était le seul endroit où les Autochtones pouvaient exprimer leur culture. C'était une époque où la culture était illégale partout en Amérique du Nord. Les Autochtones ne pouvaient pas pratiquer leur culture, d'aucune manière que ce soit, ni les chants, ni les danses, rien. Mais le Buffalo Bill Wild West Show permettait d'avoir une avenue pour exprimer sa culture. Donc, sous le couvert d'accepter l'offre de Buffalo Bill Cody, qui était un capitaliste, lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire de l'argent avec cette culture-là qui, selon lui, allait mourir. Les gens allaient dans ce spectacle-là pour garder leur culture en vie, même si c'était des conditions, on s'entend, qui n'étaient pas du tout avantageuses. On est sous la coupe d'un capitaliste qui veut tout retirer, ce qu'il est capable de retirer, pour faire de l'argent avec notre culture. Mais ça a quand même donné naissance à un mouvement qui a fait en sorte que certains éléments sont restés en vie, et ce souvenir-là continue à exister à l'intérieur du powwow. Et certaines des formes qui sont utilisées dans le powwow contemporain sont héritées du Wild West Show. C'est grinçant un petit peu, non? Oui, mais paradoxal à tout le moins. C'est paradoxal, mais c'est là qu'on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire résilience, qu'est-ce que ça veut dire être capable de vivre au-delà des conditions désastreuses dans lesquelles on a été mis. Les aînés qui sont parmi nous ont réussi à faire un chemin de guérison malgré leur passage à travers les pensionnats. Cet exemple de résilience-là existe à plein d'endroits et existe des fois dans le syncrétisme, dans la manière où est-ce qu'on veut mélanger la religion catholique, par exemple, avec des éléments de la culture traditionnelle et faire en sorte que les deux coexistent et cohabitent pour se nourrir l'une l'autre et faire en sorte que la culture traditionnelle ne disparaisse pas entièrement. Dans votre rôle de courroie de transmission, parce que c'est un petit peu c'est un petit peu le fil conducteur de tous les aspects de votre carrière, il y a celui de traducteur littéraire. Ça, c'est la courroie de transmission par excellence, là. Oui.
Ce qui m'emmenait à la traduction, d'abord et avant tout, c'est le théâtre. Je voulais faire entendre des voix d'auteurs autochtones, anglophones, en français. Ça reste quelque chose qui est très important pour moi, créer un lien entre les Autochtones qui ont hérité de l'anglais comme langue coloniale et les Autochtones qui ont hérité le français comme langue coloniale. La première pièce que j'ai traduite, c'était Where the Blood Mixes, la pièce de Kevin Loring, dans laquelle j'avais joué à Montréal. C'était produit par T. Sridhania. Et j'avais été épaté par la pièce, j'avais été soufflé par la profondeur de la pièce et je m'étais dit un jour, il faut absolument qu'on la produise en français. Et déjà à cette époque-là, je commençais à caresser l'idée de la traduire un jour. Et cette pièce-là, elle m'habitait depuis tellement longtemps que dès que j'ai fait ma V1, j'étais comme « je sais pas ce que je peux changer ». J'ai vraiment... J'y pense depuis tellement à cette pièce-là que j'ai presque rien changé après ma V1. Ceci dit, j'étais encore un jeune traducteur, fait que j'avais moins les réflexes de repasser encore et encore et encore sur le même métier. Mais c'est la pièce qu'on a produite, c'est pratiquement ma V1.2 qui a été produite par ma compagnie quand on l'a faite en français. On aurait pu tourner avec cette pièce-là, mais bon, la COVID. Puis après ça, j'ai traduit d'autres textes de théâtre. Je me suis mis à vraiment aimer traduire des textes de théâtre. C'est sûr qu'il y avait la mission de rendre la culture de théâtre anglophone disponible du côté francophone, mais il y avait aussi le fait que j'écris pas moi-même, puis on dirait que ça satisfait un de ces désirs-là d'écrire un jour, de faire de la traduction, parce que tu rentres dans l'intimité de la pièce, tu rentres dans sa virgule, tu rentres dans sa manière d'avoir été construit, tu comprends tous les mécanismes qui mènent à un punch, tu comprends tous les mécanismes qui mènent à une larme, tu comprends tous les mécanismes qui mènent à mieux comprendre un personnage et à le révéler. Et c'est le fun d'aller au fond de cette analyse de texte-là pour pouvoir la rendre dans une autre langue. J'en retire énormément de plaisir. Ça m'a mené après à la traduction de livres aussi. Et ça, c'est un petit peu plus complexe, c'est un autre enjeu, mais c'est toujours, tous les livres que j'ai traduits jusqu'à présent ont un aspect autobiographique qui, pour moi, ressemble un peu à un monologue, un très long monologue. Donc, je peux quand même saisir une voix et la rendre. J'aurais pas de plaisir à traduire un livre d'histoire. Je pense pas que j'aurais la même genre de satisfaction. J'aime prendre une voix dans une langue et voir si je suis capable de la faire résonner d'une manière tout aussi intense dans une autre langue. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas, Charles Bender? Je le sais pas, c'est une excellente question. Je me suis assis souvent à essayer d'écrire, c'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose, je pense que peut-être que je me censure. Je suis très exigeant envers moi-même. Fait que si j'ai pas l'impression que ça va être bon tout de suite, je me retiens de le faire. Et c'est une très mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude, c'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir me débarrasser. Si c'est un cadeau que je pouvais me faire à moi-même, ça serait de me dire, c'est pas grave. L'important, c'est de l'avoir fait. C'est pas grave si c'est pas parfait. L'important, c'est d'avoir essayé. Merci, Charles Bender. Merci. Tiawenk, merci à Charles Bender, inlassable courroie de transmission, ainsi qu'il le dit lui-même, des arts et des cultures autochtones. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.